1, 2. Un peu quand même. Merci. Non, mais c'est surtout le micro. 1, 2. Vous m'entendez? Non. Bien. Bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte. Je suis vraiment pas sûr qu'on m'entende quand même. Si. Bon, je n'ai rien dit. Je vais procéder à l'appel. C'est quand même du bien de pouvoir faire ça à la lumière du jour. Frédéric Bessé est présent. Laurent Tarassi, Marielle Ernoux, Stéphane Hautecoeur, Estelle Sueur, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre. Alors, pouvoir Estelle Sueur. Sébastien Roth, Jean-Paul Raucourt, Éric Muller, Eva Salvador, Marie-Annick Laroche. Absente, excusez, pouvoir à Laurent Tarassi. Sylvie Poyet. Valérie Véron. Absente, excusez, pouvoir à Stéphane Hautecoeur. Fabiola Basselin. Sandrine Marsal. Brigitte Dubois-Lombard. Bonjour Brigitte, je ne t'avais pas vu. Renaud Pradinck. Jérôme Jean. Absent. Excusez. Caroline Legros-Humblot, absente, excusez, pouvoir à Marielle Ernoux. Laurent Salier, présent. Christine Delafosse, je l'ai vu. Sébastien Boguet aussi. Magali Mrugalski. Frédéric Bettencourt, absent, excusez. Michel Levert, excusez. Pascal Ribouillard aussi. Alors, si je ne m'abuse, 19 présents, si vous voulez vous compter. Et si je rajoute 5 pouvoirs, 4 pouvoirs, on serait à 23 votants. Je vous remercie. Alors, je vais commencer par procéder à la désignation brutale d'un secrétaire de séance. Ça peut correspondre à M. Pradinck qui, je le sais, en meurt d'envie, qui fait de très bons comptes rendus. Ça te va? Eh bien, il est volontaire. Avant qu'il change d'avis, pouvait approuver sa nomination. Pas d'objection, pas d'abstention. Merci beaucoup. Je vais, avant de passer à l'ordre du jour habituel, je voudrais vous donner, partager 2 points d'actualité. Un qui est bien triste, et je vous proposerai dans quelques secondes de faire un moment de recueillement. C'est le décès de Philippe Bertrand, qui est donc l'un des commerçants bien connus de cette ville et qui perpétuait une tradition familiale portée haut et fort par sa maman, Françoise Bertrand, qui nous a quittés en 2014. Monsieur Bertrand Philippe est décédé il y a quelques jours et c'est le petit commerçant par excellence, si je peux résumer ma pensée. Et quand je dis petit, c'est évidemment pas un jugement de valeur, c'est le commerçant de proximité par excellence, avec une forte personnalité, bien entendu, des jours où ça allait mieux que d'autres, un avis sur la marche du monde argumenté, mais tranché,
Et surtout, et là j'arrête de sourire, surtout un acharnement au travail qui doit quand même nous faire réfléchir, puisque, comme vous le savez, là je m'entends mieux, merci. Comme vous le savez, dans son métier de maison de la presse, il avait des distributeurs de journaux, et au bout d'un moment, le distributeur de journaux, c'était lui-même, et il commençait à faire sa tournée, je pense, environ à 4 heures du matin, tous les matins, pour livrer les abonnés dans leur boîte aux lettres, et j'en étais, et je savais le matin que je pouvais me lever, et grâce à lui, découvrir l'actualité du monde. Donc, c'est quelque chose qui restera, et ces obsèques sont jeudi matin à 10h30. Et d'ailleurs, je l'ai dit à la famille tout à l'heure, je pourrais passer plus tard, mais à 10h30, j'ai malheureusement une réunion en dehors de la ville. Donc, si quelqu'un du conseil municipal peut me représenter, ce serait avec un grand intérêt et une grande joie, parce qu'il nous faut quand même lui rendre hommage. Je proposerai d'ailleurs à l'adjoint chargé de la communication d'envisager, s'il le veut bien, un article dans un prochain bulletin à la rentrée sur Philippe Bertrand, puisque nous mettons à l'honneur des nouveaux commerçants et des bénévoles, vous le verrez dans le prochain bulletin, mais il faut aussi rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Et c'est pour ça que je vous propose de vous lever et de faire une minute de silence. Je vous remercie. Merci pour lui. Et un autre point à aborder brièvement, parce qu'il fera l'objet de réunions techniques le 26, c'est les coulées de boue. Donc, je porte à la connaissance du public qui nous écoute en direct ou en différé que les coulées de boue du 1er mai, mais aussi du 30 mai, révèlent que nous n'avons pas encore assez travaillé sur notre protection. Donc, nous avons déjà identifié avec plusieurs élus, dont M. Muller, qui travaille beaucoup, des points plus sensibles que d'autres pour le passage de l'eau claire, mais aussi de la boue, ce qui est le problème. Et nous réfléchissons donc à des solutions techniques qui passeront par des investissements, je l'espère, plutôt de l'agglomération que de la commune, mais aussi par des remises en question de la part des agriculteurs qui seraient concernés, puisque c'est bien la terre et l'eau, c'est bien la terre des champs qui s'est déversée sur la partie urbaine de la commune, et notamment dans la rue du Peuple, qui a été très touchée, avec des dégâts matériels quand même non négligeables. Je vous informe, pour ceux qui n'auraient pas l'info, que nous avons été reconnus par l'État comme étant en état de catastrophe naturelle. Donc l'arrêté a été pris par le gouvernement. Et c'est pour ça que nous devons y travailler vigoureusement, collectivement avec les acteurs concernés, mais en étant maintenant dans l'obligation d'aboutir, parce qu'il y a certes la liberté du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, mais il y a quand même des impacts des activités, de ces activités sur la vie de la ville. Et il faut maintenant qu'on puisse se remettre autour d'une table. On connaît les points, le sens des cultures, le type de culture, les fossés, les haies, les fascines, les prairies, tout ça est parfaitement... Les bassins de rétention, tout ça est parfaitement connu. Encore faut-il maintenant aller jusqu'au bout. Voilà, je n'en dis pas plus sur le sujet. Alors, le point 2 est donc l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, c'est-à-dire celle du 12 mars 2024. Y a-t-il des remarques sur ce document? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre son adoption? Des abstentions? Je vous remercie. Sur les décisions du maire, vous voyez un grand nombre de décisions qui visent à demander des subventions
Nous avons eu récemment quelques bonnes nouvelles sur des subventions, mais ça ne fait que rattraper une longue période où on n'était jamais dans la bonne case, et donc il est temps que nous inversions ça, et on est peut-être en train de faire frémir un changement. En tout cas, vous voyez que le 11 mars, j'ai demandé le soutien de l'État pour l'acquisition de 4 caméras individuelles. Je vous passe les détails du type de fonds ou de subvention qui est concerné. Le même jour, et pour les mêmes sujets, des travaux d'extension de la vidéoprotection. Le même jour, donc ça c'était l'État dans les 2 cas. Le troisième sujet, c'est le conseil départemental pour les mêmes travaux d'extension de la vidéoprotection. Toujours le conseil départemental, mais pour une animation, les Olympiades culturelles qui a lieu en fin de semaine. Soyez nombreux, pour un montant important de dépenses. Le conseil départemental également pour l'un des gros chantiers de l'année, la requalification de la rue d'Ardillères, et notamment ce qui évidemment reste dans notre besace, c'est-à-dire la reprise des trottoirs et des accotements. Ensuite, l'agglo de Creil Sudoise pour le même sujet des travaux de requalification de la rue d'Ardillères, donc la route départementale 12. Ensuite, le conseil départemental sollicité pour des travaux de reprise de restauration d'une baie de l'église de l'Abbatiale. Et enfin, également l'État pour les Olympiades culturelles. Non, c'est pas enfin, il en reste 2. Une location d'urgence d'un de nos 2 espaces de solidarité. Vous savez qu'on en réserve un pour les urgences absolument locales, et que pour les autres, on peut être amené à répondre à certaines sollicitations d'associations. En fait, les 2 personnes concernées sont dans le même logement, en fait, hein. Donc il reste bien un logement libre pour les urgences locales. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces actions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'on peut passer au point 4? Et dans ce cas-là, je vais passer le micro à l'adjoint chargé des finances. Merci Frédéric. Donc il s'agit de la décision modificative numéro 1 et qui corrige le budget de la ville qui avait été voté au mois de mars. Et donc en fait il s'agit d'ajuster les crédits budgétaires en fonctionnement sur des demandes formulées par la trésorerie. On a eu, suite à des frais bancaires, une petite régularisation de 2,32 €, donc quelque chose d'important, qu'on va corriger bien évidemment. Et puis d'autre part, il y a eu un compte d'imputation qui doit être changé pour la cotisation d'assurance du personnel. On doit passer du compte 6455 qui s'appelait cotisation pour assurance du personnel au compte 6168 qui s'appelle maintenant prime d'assurance autre. Et surtout, ça change de chapitre. On passe du chapitre 12 charges de personnel au chapitre 11 charges à caractère général. D'autre part, en recette, on a touché quelque chose qu'on n'espérait pas, la taxe sur la consommation finale d'électricité de 2023. En mars 2024, on a touché 1070 €. Donc tout ça fait que vous trouvez les petits tableaux qui permettent de régulariser tout ça. En recette de fonctionnement, donc on a bien moins 2,32 € qu'on doit payer et on reçoit 1070 €. Ça fait donc une recette de 1067,68 et on change de compte la partie assurance du personnel et en même temps, de façon à être équilibré, en mettant le delta de 1067,68 € également. Voilà. Donc le Conseil est appelé à en délibérer. Ce sont des petits ajustements de pas grand-chose. Qui ne qualifieront pas de cosmétiques quand même, mais presque. Y a-t-il des remarques, des questions sur ces points? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Autre point majeur, lui aussi, pour Laurent. Merci. C'est le point 5. Donc ça consiste de donner une autorisation au maire à souscrire une ligne de trésorerie pour pallier les décalages de versement de subventions.
C'est pas quelque chose de nouveau, hein. On avait déjà procédé ainsi pour la rénovation de la piste d'athlétisme. Et en fait, sur ce genre de gros travaux, avec donc des factures qui tombent régulièrement et qu'il faut honorer, et surtout notre faible trésorerie, il s'agit de ne pas se mettre en danger en termes de quantité de trésorerie et de façon à préserver notamment les rémunérations du personnel. Je vous rappelle qu'il est de bon ton d'avoir 2 voire 3 mois de salaire en caisse pour pouvoir assurer tout ça. Donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée, à nouveau, suite à nos gros travaux de l'année, qui concernent notamment la maison de la petite enfance, la rue d'Ardilière, deuxième phase, et aussi d'autres travaux un peu moins conséquents. Ce serait une bonne idée d'avoir une ligne de trésorerie. Alors, pour rappel, en 2020, on avait validé une délibération qui nous permettait d'attribuer à Monsieur le maire l'autorisation de tout seul faire des lignes de trésorerie, mais jusqu'à un maximum de 250 000 euros. Là, on va proposer bien plus. C'est pour ça qu'on passe, bien évidemment, ça en conseil municipal. Pour pouvoir faire tout ça, il a fallu regarder quelles étaient les subventions qu'on pourrait toucher, parce qu'il ne s'agit pas de faire de lignes de trésorerie jusqu'à concurrence d'une somme qui correspondra à rien. Donc ça ne peut être que remboursé par des subventions qu'on est quasiment sûr de toucher. Donc pour cela, on a déjà eu l'assurance de la part de la Caisse d'allocation familiale de l'Oise d'avoir une aide jusqu'à hauteur de 236 000 euros. Et on est en attente de retour d'autres financeurs pour une opération qui permettrait de récupérer jusqu'à 880 000 euros. Parmi ces 880 000 euros, on a déjà eu la bonne nouvelle cette semaine d'une aide de la DSIL à hauteur de 250 000 euros. Donc ça, c'est très très bien. Mais évidemment, ça ne nous permet pas de nous affranchir de cette ligne de trésorerie parce que ces subventions, on ne les aura que bien plus tard en fait. On va essayer d'avoir des avances, on va essayer de se faire aider au fur et à mesure des dépenses qu'on fera, mais ça vient toujours après. Donc c'est mieux d'avoir un petit peu d'avance pour assurer tout ça. On s'est fait aider pour voir cette ligne de trésorerie par un courtier qui s'appelle Orphéor. On a fait une sorte de petite analyse en sollicitant 8 organismes financiers. Vous avez la liste dans la délibération. Le but étant évidemment d'obtenir le meilleur taux sur la durée la plus adaptée. Et le produit qui nous a été proposé le plus intéressant, il serait fait avec le Crédit Agricole Brie Picardie. Le montant serait de 700 000 euros sur une durée de 364 jours. Le taux d'intérêt n'est pas fixe. C'est un taux d'intérêt Euribor sur 3 mois qui est moyenné plancher, donc floré, on dit, à 0%, avec une marge de 0,69%. Les tirages, c'est-à-dire les demandes de liquidité, doivent être à hauteur de 15 000 euros mini. Le remboursement, c'est aussi à hauteur de 15 000 euros mini. Les paiements des intérêts chaque mois civil. Et il y a des frais de dossier, commission d'engagement à hauteur de 560 euros. Voilà, vous savez tout. Le coût, donc évidemment, dans l'année, ça n'apparaît pas dans le budget, ça. Dans l'année, on est censé donc prendre l'argent dont on a besoin et le rendre, évidemment, dans l'année qui vient. J'allais vous dire quelque chose, mais c'est parti aussi vite que c'est venu. Donc, oui, voilà, c'est ça. Merci Fabrice. C'était effectivement, je voulais partager avec vous le coût que ça a pour la collectivité de faire cette opération. En fait, donc, on ne paye que les intérêts. Et les intérêts, la dernière fois, alors on avait emprunté un tout petit peu moins que ça. Là, on a mis 700 000, mais on n'ira peut-être pas jusqu'à demander 700 000 euros. C'est jusqu'à concurrence de. La dernière fois, on était allé jusqu'à, je crois, 600 000 euros, Fabrice, quelque chose comme ça. Et ça nous avait coûté un petit peu moins de 10 000 euros. Voilà. Donc, c'est l'ordre d'idée. 10 000 euros pour se mettre à l'aise, en fait. Donc, le conseil municipal est appelé à en délibérer. Et l'idée, c'est donc d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Brie Picardie et d'autoriser monsieur le maire à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie dans les conditions prévues par le dit contrat. Merci Laurent. Y a-t-il des questions sur cette procédure prudente mais nécessaire? Nécessaire mais prudente. Je ne vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Est-ce qu'on peut passer un micro à M. Jean-Michel Mazet sur le point d'après? Il l'a. Bonsoir à tous. Le 29 septembre prochain aura lieu sur la base de loisirs le Carnaval des possibles. C'est une manifestation qui se tient chaque année. Ça sera la 6e édition.
Cette manifestation regroupe en moyenne 2000 visiteurs chaque année. Elle a pour objectif le développement durable. Différents thèmes sont abordés lors de ce moment-là, entre autres la biodiversité, le développement durable, le transport, l'alimentation. La commune souhaite, comme chaque année, poursuivre son soutien à hauteur de 1 000 € pour cette manifestation. Le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Jean-Michel. Donc, je crois qu'il y a une abstention par procuration qui arrive via Marielle Ernaud. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions à cette subvention? Enfin, est-ce qu'il y a des oppositions à cette subvention? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions à cette subvention que celle de Madame Legros-Humblot? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Je vais me charger des 2 points suivants, qui sont les points dans l'escarcelle de Christelle Terre qui n'a pas pu être avec nous. Alors le point 7 sur les services à l'enfance et le fait que traditionnellement chaque année au mois de juin on repasse un peu en revue dans le détail le règlement intérieur de ces services qui, comme vous le savez, couvrent la pause méridienne, le périscolaire du matin, du soir et du mercredi, et les centres de loisirs, des petites vacances et des grandes vacances. Traditionnellement, on repeigne ce document et cette année, on vous propose d'opérer les révisions suivantes. Premièrement, la fréquentation de l'accueil de loisirs à partir de 3 ans. On donne une précision sur la notion de scolarisation. Donc, on demande que les enfants, on prend les enfants scolarisés à partir de 3 ans, mais scolarisés s'entend par un enfant qui fréquente déjà l'école au moment de l'inscription, mais le critère retenu n'est pas l'inscription à l'école qui est fait par la mairie plusieurs mois, parfois avant l'entrée à l'école, mais la scolarisation effective de l'enfant. Ensuite, au centre de loisirs également, à l'autre extrémité du spectre d'âge, on assouplit un peu l'âge maximum retenu qui va aller jusqu'à la rentrée en 5e. Ça concerne vraiment que quelques enfants. On ne pourra pas aller au-delà de ce petit ajustement parce qu'on n'a pas retenu et encore moins discuté de la capacité financière qu'on aurait d'aller jusqu'à l'âge adolescent. Actuellement, c'est pas possible. Ensuite, il y a dans un autre article l'introduction pour la première fois de règles de priorisation compte tenu du fait que nos capacités d'accueil ne sont pas extensibles durant les vacances scolaires. Donc, on a introduit d'ailleurs des règles qui existent déjà dans un autre domaine de services municipaux en matière culturelle. Donc, on privilégie les enfants lupoviciens, puis les enfants extérieurs déjà scolarisés à Saint-Leu, puis enfin les autres enfants extérieurs. Voilà. Tout ça, c'est sur la notion de liste d'attente, en fait. Et puis, on a mieux évoqué les délais qui s'appliqueront pour majorer nos services, notamment quand il y a des annulations qui ne nous ont pas été transmises. Enfin, et ce n'est pas rien, nous avons changé de prestataire de restauration au début de l'année et nous pouvons maintenant proposer aux familles de choisir les repas des enfants, soit un repas standard, soit un repas sans porc, soit un repas végétarien. Il faut le dire. Donc c'est appréciable en termes de flexibilité et ça ne nous coûte pas plus cher, bien entendu. Voilà les points à méditer. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ces points de la délibération numéro 7? Je n'en vois pas. Donc, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois toujours pas. Je vous remercie. Je fais le point 8 également. C'est un document également qu'on vous soumet tous les ans depuis sa création, qui doit maintenant remonter à 4 ou 5 ans. On précise l'ensemble des services que nous rendons en tant que commune aux élèves des écoles. C'est un document dont je continue à rêver qu'il puisse être contractuel ou en tout cas une charte de partenariat, mais on reste les seuls à pouvoir le signer. Donc,
On se met d'accord avec nous-mêmes et c'est déjà très bien. Et on rappelle effectivement que toute l'organisation municipale autour des écoles repose sur beaucoup d'actions coordonnées par le service scolaire, avec des mises à disposition de bâtiments, des mises à disposition de personnel, et ce n'est pas rien puisque dans cette ville, il y a une ATSEM dans chacune des classes de maternelle. Et je rappelle que nous avions décidé de cette politique, notamment pour accompagner une politique d'accueil des tout petites sections. Cette politique n'a pas changé de notre côté, elle est un peu plus fluctuante dans l'éducation nationale, selon les années. Nous mettons également à disposition des aides du service technique, mais aussi un budget. Et là, on rappellera que dans le cadre du budget 2024, nous avions décidé de revaloriser, certains diront enfin, mais en tout cas, on dira très sensiblement, toutes les dépenses de fonctionnement que nous subventionnons, et la revalorisation est de 10% cette année. Donc c'était un rattrapage dans le cadre de l'inflation et de l'augmentation du prix des fournitures scolaires, mais c'est pas rien. Et j'ai encore eu l'occasion de le rappeler au conseil d'école de l'école Jean Massé il y a 2 heures. Nous mettons également à disposition du matériel pédagogique et notamment informatique. Nous accompagnons en cas de nécessité par notre personnel, nous organisons l'accueil en cas de grève, dans certaines conditions, hein, pas n'importe comment. Et puis, nous faisons le lien avec d'autres services municipaux qui sont notamment au pôle culture, avec l'intervention de la médiathèque, du service patrimoine et de professeurs de l'école des arts dans chacune des 19 classes de la ville. Et il y a également beaucoup d'interventions du service des sports, et notamment dans ce qui a été montré il y a quelques mois et ce qui sera encore montré en fin de semaine. Je ne commenterai pas davantage sur les changements, sauf peut-être parler de la télégestion qui est toujours perfectible, mais qui nous permet quand même de mieux piloter à distance et à l'avance les évolutions de température. Il y a également pour cette année le rappel que dans notre budget, nous avons mis une grosse somme pour les huisseries de l'école Raymond de Carbon. Et puis évidemment, il y a dans le domaine scolaire l'impact du projet Jean Massé dont nous allons parler tout à l'heure et qui va permettre d'avoir un restaurant scolaire aussi performant en bas de la ville qu'en haut depuis quelques années. Voilà, je ne vais peut-être pas entrer dans tous les détails de ce qui est dans ce document, mais en tout cas, je vous propose de donner un avis de principe favorable à cette synthèse telle qu'elle est précisée dans le document que vous avez dans vos dossiers. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? J'ai cru que c'était en contre-jour. Il faut faire attention. Tu es sûr que tu ne veux pas poser une question pendant que tu y es? Non. Bon. Voilà, je ne vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, sur les services culturels, je tiens une adjointe sous la main. Oui. Est-ce que Madame Estelle Sœur peut nous parler du règlement intérieur de l'école des arts? Point 9. Je peux. Bonsoir. Alors, en fait, une toute petite modification du règlement intérieur en ce qui concerne les cycles. Donc, toujours la même volonté de développer la curiosité artistique à tout âge et tout niveau. Sauf que, normalement, le ministère de la Culture prône 3 cycles et nous n'en avons que 2. Donc, je vous propose l'ajout du cycle 3. Le cycle 1 donc, correspondrait toujours à 30 minutes de cours, le cycle 2 à 40 et le cycle 3 serait de 45 minutes de cours. À l'issue de chaque cycle, donc l'élève passe toujours un examen qui lui permet d'obtenir un certificat d'études valable et reconnu dans chaque établissement musical. Et ensuite, donc chaque cycle est découpé en années d'études de plus ou moins 4 ans. Les tarifs resteront identiques et le cycle 3 aura le même tarif que le cycle 2. Voilà, si vous avez des questions, je vous propose d'en délibérer. Merci Madame Sœur, c'est
très clair. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. On peut peut-être ajouter quand même que dans les prochains dimanches qui seront bien occupés pour nous, nous avons choisi de maintenir quand même la porte ouverte de l'École des Arts le dimanche 30 juin. Donc venez nombreux. De 14h30 à 17h. Merci, tout à fait. Voilà. Et l'abbatiale aussi samedi. Vas-y, pardon. L'abbatiale aussi samedi. Alors, l'abbatiale Si on y va. samedi, vas-y, si tu veux redire l'ensemble des concerts intéressants des prochains jours et semaines, bien sûr. Jeudi, donc l'hymne de Saint-Leu au stade Pascal Grousset, normalement en extérieur, sauf si le temps ne le permet pas. Ça aura lieu dans le gymnase. Vendredi, la fête de la musique, en croisant les doigts, parce qu'elle semblerait bien pluvieuse. Et puis samedi, un spectacle de tissu aérien et de danse avec l'association Coressence. Et puis voilà, et la semaine d'après, une chorale à l'abbatiale le samedi également. Voilà, de quoi vous occuper jusqu'à fin juin. Oui, l'hymne de Saint-Leu, c'est la musique qui existe depuis plusieurs années, mais qui a fait l'objet de création de paroles par les enfants du conseil municipal de jeunes. Merci, monsieur Roccourt. Très bien. On passe au point aménagement du territoire, qui est un petit peu le plat de résistance de cette soirée. On commence en s'échauffant avec Sébastien Roth, s'il le veut bien. Bonsoir. Alors c'est un échauffement en même temps qui va préparer le point suivant, puisqu'on va parler de désaffection et de passage de domaine public au domaine privé. Dans plusieurs cas. Donc là, le premier cas, c'est pour le chemin appelé je me souviens plus du nom du chemin, Froidvent, qui se trouve dans le projet, vous savez, Anthrope, la carrière qui est en ce moment en train d'être recomblée, qu'on va récupérer. Donc on a fait venir un géomètre pour pouvoir avoir des numéros de parcelles dans le cadre du projet de la cession future de la part de la société Anthrope à la ville. Et on a constaté avec le géomètre qu'il existe un chemin rural sur les plans, sur le cadastre, qui s'appelle le Froidvent et qui n'existe plus dans la réalité. Donc vous le voyez derrière en vert sur le plan, il passe en plein milieu de la parcelle. Donc ce chemin n'existe plus. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de le déclasser. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, vu qu'il est en chemin, il est dans le domaine public de la ville. Et donc, on va vous demander d'accorder le fait qu'on puisse le déclasser et le mettre ainsi, pouvoir après l'inscrire dans le domaine privé et pouvoir créer un numéro de parcelle et qui fasse partie du domaine privé de la ville et que ce soit un terrain cadastré comme tout autre terrain du domaine privé. Voilà, donc c'est juste une démarche administrative pour mettre en accord les documents du cadastre avec la réalité du terrain. Merci Sébastien. Et d'ailleurs, n'oublions pas qu'au-delà de cette petite concession, on va dire, le projet, c'est bien que la ville récupère l'ensemble des 4-5 hectares de la zone qui serait cédée par la société Anthrope à la fin de l'exploitation de la carrière et que nous pourrions relouer à une autre filiale du même groupe Eiffage pour un champ de panneaux photovoltaïques en fait. Donc là, on est vraiment que sur un épiphénomène, mais encore faut-il le faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 11 pour Sébastien aussi. Alors, pardon, c'est 11 et 12. Je passe la parole à Sébastien pour présenter le projet. Et moi, je reviendrai un peu plus sur la procédure concernée par les deux délibes, voire que le point 11. Absolument. Ah ben, tu feras tout, mais très bien. Donc, le projet Jean Massé. Donc, il y a deux délibérations. Une première, donc, qui va justement porter sur, pareil, de la désaffectation de parcelles du domaine public au domaine privé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et après, une deuxième partie, le point 12, qui sera l'accord pour la mise en vente de ces parcelles. Alors avant, je rappelle le projet. Donc, on est dans le cadre Jean Massé. On en a déjà parlé. Au départ, c'est deux privés qui vendent une parcelle. On est interpellé par un promoteur. Et là, on va vous projeter. Et donc, on se dit, c'est trop dense. Il y a beaucoup trop de choses sur ces deux parcelles. Et donc, on échange avec le promoteur et on se dit, nous, on a besoin d'une cantine. Et de là, on arrive à
à l'idée suivante, c'est de garder, ne pas augmenter la densité du projet en augmentant les surfaces, en mettant nos terrains dessus et en échange d'avoir de quoi payer, subventionner une nouvelle cantine sous forme de self, comme on pourrait. Communale qui était sur le côté va être maintenant une voie, puisqu'elle va être carrossable de façon à donner accès à ce nouveau projet. Et donc il faut lui donner un nom. Alors il y a eu quelques échanges et on nous a fait remarquer qu'il y avait une herbe assez vivace qui pousse juste à côté et qui est une implantation naturelle juste à côté dans les fossés. Et cette plante s'appelle les prêles. Et donc, on vous propose de tout simplement nommer cette rue la rue des Prêles. Voilà. On en est amené à délibérer sur le sujet. Merci. Donc, qui est contre cette dénomination champêtre de cette rue des Prêles? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, un dernier point d'urbanisme. Donc, on en avait déjà parlé, un autre conseil municipal, c'est la halle de la gare. Donc, la halle de la gare, on est amené à enfin pouvoir la vendre. Et on s'est rendu compte sur les... C'est pour ça que vous avez reçu par mail une petite délib modificative par rapport à celle que vous aviez eue dans le premier envoi, parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'époque où ça avait été racheté à la SNCF, il était indiqué qu'elle faisait partie du domaine public de la ville. Alors ça n'a jamais été ouvert au public, ça n'a jamais été utilisé d'ailleurs par la ville, hein, elle est là depuis sans avoir eu d'utilisation, si un peu de stockage, je crois, pendant un temps de matériel. Et du coup, pour la vente, comme tout à l'heure pour les parcelles, on est obligé de désaffecter la parcelle et de la mettre du domaine public au domaine privé pour pouvoir la vendre, parce que tant qu'elle est dans le domaine public, on ne peut pas la vendre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite modification sur le document où on a rajouté donc la désaffectation. Par contre, tout ce qui est sur la vente ne change pas, donc on est bien sur une vente au prix de 50 000 €, comme on en avait déjà parlé, je crois que c'était au 12 mars. Et donc, voilà, on vous demande aujourd'hui d'autoriser la désaffectation et ensuite d'autoriser monsieur le maire à signer les documents de la vente. Parfait, merci. Oui, effectivement. Par rapport au premier passage, l'élimination de l'acheteur, c'est la même personne, mais il achète à titre personnel pour pouvoir louer à son entreprise de bâtiment. Donc, le gros changement, c'est effectivement maintenant plutôt le passage au domaine privé qu'il aurait été dommage de manquer, de ne pas mentionner. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On passe au pavé gestion du personnel avec le grand classique, la délibération tant attendue sur le tableau des effectifs. Merci Frédéric. Donc la délibération numéro 15 qui concerne la modification du tableau des effectifs. En fait, nous avons besoin de créer des postes qui sont en lien avec les recrutements actuels que vous pouvez voir sur notre site internet. Nous sommes en recherche d'un chef d'équipe espace vert, d'un chef d'équipe bâtiment logistique et d'un préparateur culinaire. Alors, de façon à pouvoir recruter et d'être assez libre quant à la catégorie et au niveau d'emploi de ces futurs personnels municipaux, nous sommes obligés de créer des postes que nous supprimerons à l'issue en fonction du poste, du niveau auquel on recrutera la personne. Hein. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc nous créons 2 postes d'adjoint technique à 100% et un poste d'adjoint technique à 80% qui concerne donc la restauration scolaire. Voilà. Et donc, je vous propose de délibérer sur le sujet. Tu fais bien. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point 16, c'est une présentation du rapport social unique. Alors, ça ne nécessite pas de délibération, mais c'est intéressant de partager un petit peu sur ce rapport. Alors, je le prends tout de suite.
Et ça permet aussi à M. Farou, il est prêt bien plus rapidement que moi, de vous l'afficher. Donc, il y a des principes. Déjà, ce rapport est en place depuis le 1er janvier 2021. Il est présenté, bien sûr, aux membres du CST, c'est le Comité social et territorial, et il doit faire l'objet d'une diffusion publique, donc site internet ou autre, par la collectivité, dès lors que les membres du CST y ont eu accès. Ça doit être fait dans les 60 jours. Donc tout ça, ça s'est déjà déroulé. Ce RSU donc, permet bien sûr de voir plein de choses, d'observer plein de choses, d'apprécier notamment les caractéristiques des emplois, la situation des agents, la situation comparée des femmes et des hommes, l'absentéisme pour maladie et accident de service, les dispositifs de formation, les mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle. Et puis, bien sûr, ce diagnostic permet derrière de se projeter, hein, donc de mesurer l'évolution de l'ensemble des données RH, en nombre d'agents, statuts, etc., d'établir des lignes directrices de gestion et de mettre en place des actions spécifiques mutualisées. Les effectifs, si on regarde brièvement, vous pouvez voir que depuis 3 ans, c'est plutôt stable en nombre de personnes. Hein. 2021, on était à 111, 2022, 112, 2023, 111, donc on est vraiment stable. En revanche, en termes d'ETP, on a augmenté très légèrement. On a eu également des agents non permanents qu'on prend sous contrat dès qu'il y a des besoins. Ça concerne quel service? Centre de loisirs, musée, Insti et recensement et un peu le service technique. Ça a diminué néanmoins hein, depuis quelques temps. On est passé à 24. En termes de TP, on est à peu près à la même chose. Je ne vais pas y arriver. Oui, ça diminue aussi un petit peu, excusez-moi, et en effectif et en ETP. Ce qui est intéressant de voir en termes de comparatif, c'est la moyenne en fait. Une commune de 5000 habitants, en moyenne, c'est un effectif de 62 ETP. Quand nous, vous avez vu, on est à 92. Donc on est quand même bien au-dessus de tout ça. Lorsque, avec nos nouveaux quartiers, on dépassera les 5000, on changera de strate. Et donc la strate juste au-dessus, pour 5000 habitants, on est à 71,5 ETP. Donc nous, pour l'instant, on est toujours à 92. Donc c'est 20 de plus que la moyenne, quoi. Voilà, c'est un élément. On a plutôt changé de direction entre 2022 et 2023. On a diminué le nombre de contractuels pour augmenter le nombre de fonctionnaires. Voilà. Et ça, c'est clairement dans une politique de pérennisation des postes et une augmentation de la répartition par agent statut en faveur des fonctionnaires. La pyramide des âges, alors déjà en termes de répartition homme-femme, il y a beaucoup plus de femmes dans la collectivité à Saint-Leu-d'Esserand, 68% de femmes pour 32% d'hommes. Et moyenne des âges, c'est à peu près pareil, hein, hommes et femmes, et on est autour de 43,5 ans. Donc finalement, une moyenne plutôt jeune, j'ai envie de dire. Hein. Ce qui notamment, c'est la page d'après, ce qui permet vraiment d'augmenter le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, c'est essentiellement le service EJS, où il y a beaucoup de femmes, 36 femmes pour 4 hommes. C'est ce qui déséquilibre, entre guillemets. Tous les autres services sont à peu près équivalents en nombre d'hommes et hommes de femmes. Absentéisme. Alors ça s'est vraiment bien amélioré. En termes de maladies ordinaires, on a baissé en nombre d'agents entre 2022 et 2023, et y compris en nombre de jours de maladies ordinaires. On a baissé en nombre de longues maladies, y compris en nombre de jours. Accidents du travail, on a aussi baissé. On est passé de 5 agents à 2 agents. Et donc, en nombre de jours derrière, accident du travail, ça a vraiment très fortement diminué. Et là, pour le coup, c'est une moins bonne nouvelle, entre guillemets. Hein. On a baissé aussi en maternité-paternité, puisqu'on est à 0 pour 2023. Donc, on ne fait pas beaucoup de bébés chez nous. On va reprendre ça en 2024. Voilà pour l'absentéisme. Il y a une petite moyenne qui est intéressante. En termes de maladies ordinaires, par exemple, la moyenne nationale est à 4,52%. Quand nous, on est à 3,57 en 2023. Donc, on est repassé sous la moyenne nationale, ça c'est plutôt bien. Et de la même façon, en accident du travail, 1,31%. Quand nous, on est à 0,05% sur 2023. Donc, gardons cet axe-là. C'est quand même très encourageant. Si on doit
c'est pas montrer du doigt, mais montrer les services qui ont le plus de jours d'absentéisme. On retrouve le JS, donc éducation, jeunesse et sport, qui a beaucoup de jours d'absentéisme, la partie services techniques, et puis la partie culture événementielle. En même temps, ce sont des services qui sont très sollicités d'un point de vue physique, donc on peut imaginer aussi qu'il y ait forcément plus d'arrêt de travail ou de choses comme ça. Ce qui est à noter pour la partie accident du travail, c'est que finalement, dans les analyses qui sont faites, il y a très peu de cas d'accident du travail qui sont vraiment en lien avec la spécificité des missions des agents. En fait, la plupart du temps, les accidents qui ont eu lieu, ce sont des accidents qui auraient pu arriver tout à fait en dehors du cadre du travail. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de mise en danger du personnel dans leur mission, quoi. Ça, c'est quand même assez rassurant pour la collectivité. Ensuite, insertion professionnelle. Alors, vous savez que, évidemment, on a un devoir d'employeur d'avoir dans nos effectifs des travailleurs handicapés. Et la norme, c'est d'avoir 6% de l'effectif total. 6%, comme on est quasiment à 100, grosso modo, c'est 6 personnes. On les avait en 2022, et par contre, on ne les a plus en 2023. On est passé à 5 personnes. Quand on n'atteint pas ce seuil-là, on paye une taxe au FIP-HFP. Voilà. Et donc, cette année, donc une personne en moins, ça nous a, entre guillemets, coûté 4 600 € de taxes. Évidemment, quand on a les personnes dans l'effectif, on se doit d'acheter tout le matériel qui leur est utile pour pouvoir leur permettre de tenir leur emploi. Bien sûr, ça va avec. On a bien évidemment un gros axe sur l'insertion professionnelle, et notamment ça se traduit par le partenariat de la collectivité avec l'association Un Château pour l'Emploi, et donc notre chantier d'insertion, qui regroupe environ 40 personnes, dont 11 lupoviciens en 2023. Et ça a un coût de 80 000 € pour la collectivité. En termes de formation, il y a des formations obligatoires, des formations facultatives. Je ne reviens pas dessus. Je partage avec vous les règles de Saint-Leu. C'est 3 stages maxi par an, par agent. Et ça doit faire 10 jours maxi par an. Et la possibilité, c'est d'en faire 2 avec le CNFPT et 1 hors CNFPT. Il y a 4 axes dans le plan de formation qui étaient définis en 2023 pour Saint-Leu-d'Esserand. Culture commune de la fonction publique et outils fondamentaux. Il y avait le management, la prévention des risques professionnels, hygiène et sécurité, et le développement des compétences métiers. En termes de formation, évidemment, en 2020, il y en a eu très peu en raison de la crise sanitaire. C'est remonté en 2021, et surtout, il y a eu la création du plan de formation intercommunale. Donc maintenant, c'est l'AXO qui propose pour toutes les collectivités de l'agglomération Creuse-Sud-Oise un plan de formation. Et bien sûr, on s'y raccorde. Et donc, il y a eu plus d'agents qui ont été envoyés en formation, mais sur de plus courtes périodes en 2023. Il y a évidemment une poursuite de la politique de formation au pôle technique qui a été réalisée. Les services qui vont le plus en formation, entre 2020 et 2023, on retrouve le JS, on retrouve le service technique, la sécurité avec la police municipale et culture événementielle et RH. Le nombre d'argents qui sont partis en formation, on retrouve à peu près les mêmes services. Ceux qui ont envoyé le plus d'agents, ce sont à nouveau le JS, la technique, la sécurité, la culture événementielle et solidarité. Avancement, grade et promotion. Alors en 2023, ça a été un peu chou blanc. En termes d'avancement de grade, il y a eu 5 propositions, 5 dossiers proposés, aucun n'a été nommé, sachant qu'il faut avoir au minimum 120 points. Et puis pour des promotions internes, c'est pareil, il y avait 3 candidatures possibles, une qui n'a pas eu les points nécessaires, c'est-à-dire au moins 150 points, donc ça c'était réglé, et les 2 autres qui ont été rejetés par le centre de gestion de l'Oise, donc aucune promotion interne non plus en 2023. En termes de dépenses de personnel, alors on est à peu près stable par rapport à 2022, elle est très légère baisse, avec un peu plus de 4 millions d'euros. À nouveau, si on doit se comparer avec ce qui se fait en moyenne en France pour des collectivités de même taille, par rapport
aux dépenses courantes, nos 4 79 000 euros représentent 59% de nos dépenses courantes et ça représente 52% de nos dépenses totales de fonctionnement. Si on reste sur les dépenses courantes, quand nous on est à 59%, la moyenne nationale est plutôt à 52%. Donc on a un peu plus de dépenses de personnel que la plupart des collectivités de même taille. C'est cohérent avec le fait qu'on ait plus de personnel, en fait. Tout ça, c'est logique. Voilà une petite synthèse du RSU, Frédéric. Merci beaucoup. Et je confirme que le plan de formation intercommunal nous permet quand même de pallier les difficultés qu'on avait pu rencontrer avec le CNFPT, qui est le grand centre national qui organise des formations. Souvent, ce sont des formations qu'il faut planifier d'une année sur l'autre, ce qui est quand même très lourd, avec des annulations de dernière minute, des localisations qui peuvent être loin. Et le fait d'avoir des formations entre les communes de l'Axo nous permet d'avoir plus de chances de rester proches et donc de convaincre davantage certains agents que partir en formation, c'est pas forcément partir loin, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Autrement, on fait voter. Oui, Éric Muller. Bonsoir. Concernant les arrêts maladie, Laurent, tu évoquais le fait qu'on avait très peu d'arrêts maladie en lien avec les activités, peut-être en 2022, d'accidents du travail. Ceci dit, ça ne doit pas nous empêcher de faire de la prévention, à mon avis. Aujourd'hui, justement, il y avait des ateliers dans le cadre du bien-être du travail. On a des agents municipaux dont l'activité sollicite fortement l'organisme. Je pense qu'on pourrait s'améliorer en proposant, notamment aux services techniques, des séances d'échauffement collectif le matin, 5 minutes. Ça permet d'éviter beaucoup de troubles musculo-squelettiques, échauffer le dos. Ça permettrait d'éviter des mal de dos. Ça se fait dans certaines entreprises. C'est plus instauré dans la culture de certains pays, notamment asiatiques. Donc je pense que c'est une piste d'amélioration pour le bien-être de nos salariés. Alors, c'est une question importante parce que ça peut nous sembler naturel, mais c'est vrai que culturellement, il y a parfois certaines réticences à imaginer qu'on a besoin de s'échauffer alors qu'un corps sain dans un esprit sain est toujours prêt à fonctionner. Je le dis en termes mesurés, mais c'est vrai que la volonté de bien faire, parfois, n'amène pas forcément à accepter de prendre quelques minutes pour se préparer. On essaye d'aller dans ce sens. Avant même la réunion d'aujourd'hui, ici même, qui concernait d'autres communes, enfin Saint-Leu et toutes les communes de l'Axo, on a essayé également ici de faire une réunion du personnel un peu différente, avec un sophrologue qui, justement, a essayé de commencer à amener le personnel à prendre du recul, de la hauteur, réfléchir, etc. J'ai bien vu que culturellement, on a encore un peu de chemin à faire. Donc, on va continuer en demandant également ce qui serait acceptable pour certains. L'important, c'est qu'effectivement, ils soient conscients que ça ne veut pas dire qu'on leur retire leur traditionnelle énergie et leur virilité, mais que c'est dans leur intérêt bien compris. Donc, c'est bien identifié, mais il faut encore y travailler. Mais je reconnais que c'est vraiment lié à l'engagement et à l'envie de faire, quoi. Donc, c'est pas autre chose. Voilà, merci pour cette question. Y en a-t-il d'autres sur ce point, sur le rapport social unique qui était le point 16? Alors, il n'y a pas de vote. Tu l'as dit. Merci. On passe donc au point 17, qui est également rapporté par Laurent. Merci. Donc là, le sujet, c'est d'accueillir des personnes volontaires en service civique. En fait, voilà, monsieur le maire aimerait proposer au conseil municipal de se prononcer sur l'accueil de personnes volontaires au service civique. Alors, l'engagement de service civique, ce serait utile pour des missions d'intérêt général dans l'un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation. Je vous les cite: solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d'urgence.
Ça concerne des jeunes de 16 à 25 ans. On peut aller jusqu'à 30 ans si ce sont des jeunes en situation de handicap, sans condition de diplôme. Et l'idée, c'est de s'engager au moins pour une période de 6 à 12 mois. C'est bien évidemment ça rejoint un organisme à but non lucratif, type une association, ou alors une personne morale de droit public, type collectivité locale, établissement public ou service de l'État. Ça s'inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail. Donc le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail. Ça, c'est intéressant. Pour la ville, ce serait un agrément qui serait délivré pour 2 ans. Il y a une indemnité qui est versée directement par l'État aux volontaires et il y a une prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. On doit désigner un tuteur dans la collectivité qui, bien évidemment, sera là pour préparer et accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Le but, bien évidemment, ça s'inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante, en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets d'intérêt général, leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble. Donc cette délibération, bien sûr, a pour but d'anticiper principalement un futur engagement d'une personne pour effectuer l'analyse des besoins sociaux de la résidence autonomie. Donc ça, c'est le premier axe vers lequel on imaginait pouvoir utiliser le service civique. Potentiellement, dans un avenir plus lointain, il y aurait d'autres missions à définir. Voilà. Donc le conseil municipal est appelé à délibérer, et notamment d'autoriser, monsieur le maire, à instruire un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du service civique auprès de la DRJSCS, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, d'autoriser la formalisation de mission, d'autoriser le maire à signer des contrats d'engagement de service civique avec les volontaires, tels que définis par la loi qui va bien, de donner son accord de principe à l'accueil des jeunes en service civique volontaire avec démarrage dès que possible après l'agrément, de dégager les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et à la mise en œuvre des missions, ainsi qu'à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. Voilà. Merci Laurent. Sur les moyens financiers, on serait forcément amené à intégrer ça dans la discussion budgétaire de l'année prochaine ou des années ultérieures. Ça ne peut pas être un énorme coût, mais il faut quand même bien l'analyser sous cet angle-là au bon moment, qui est le moment du budget. J'ajoute, puisque je viens de le découvrir, qu'il y a une agence du service civique qui est chargée de ce sujet, mais aussi du volet français du programme européen Erasmus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des votes contre cette approche de principe? Mais encore une fois, oui. Non, là, on n'est vraiment pas allé jusque-là. Et encore une fois, je pense qu'il vaut mieux intégrer ça à la discussion budgétaire, le cas échéant, en se demandant à l'avance, voilà, a-t-on des besoins? Comment peuvent-ils être remplis par la voie traditionnelle, nos agents, par la voie que vous connaissez aussi du chantier d'insertion, ou par des stagiaires, ou aussi par la voie du service civique, en sachant que, par définition, c'est un accueil, mais ce n'est pas un poste de travail qui en remplace d'autres. Donc, il faut être en capacité de les accueillir et de les former. Donc, c'est pas juste les dire, vous venez, il y a un accueil et un accompagnement à avoir. Oui, c'est vraiment une entrée dans le processus, mais sans aucune idée cachée derrière la tête. Mais c'est important de le redire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, y a-t-il des votes contre ce principe? Des abstentions? Je vous remercie. On passe au point numéro 18 sur le risque prévoyance. Merci. Donc, il y a eu 2 décrets, en fait, qui ont concerné des protections complémentaires différentes pour les agents
de la collectivité, l'une concernant la santé et l'autre concernant la prévoyance. Donc la première en 2011 et l'autre en 2022. Concernant la santé, nous avions, alors pas nous, des équipes précédentes, en 2013, avaient voté une délibération qui permettait le versement direct d'une participation mensuelle aux agents pour la protection complémentaire santé à hauteur de 15 € par adulte et 10 € par enfant ou ayant droit. Nous avions en 2021, janvier 2021, voté une autre délibération, là pour le coup c'était bien nous, de façon à augmenter ces montants versés qui étaient passés de 20 € par adulte et 15 € par enfant ou ayant droit. Donc ça nous permet déjà de répondre à l'obligation réglementaire qui nous était imposée de participer sur ce domaine-là avant le 1er janvier 2026. Et donc on est pile poil raccord. Sur la partie prévoyance, ça restait à être fait. Nous avions fait le 16 mars 2022, excusez-moi, le Saint-Leu-d'Esserand, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, en mars 2022, c'était le conseil d'administration du centre de gestion de l'Oise qui avait commencé à ouvrir le débat sur la protection sociale complémentaire. Nous avions, le 7 juin 2022, juste après, délibéré de façon à donner mandat justement au centre de gestion pour participer à un appel public à concurrence qui permettait notamment de conclure une convention et un contrat collectif d'assurance pour le risque prévoyance auprès d'un organisme d'assurance. Derrière, le travail a été fait par le centre de gestion. Le 21 septembre 2022, le choix a été fait sur un organisme qui s'appelle Territoria Mutuelle et une convention a été signée en date du 13 octobre 2022. Tout ceci a été présenté, bien évidemment, chez nous à Saint-Leu au comité social territorial le 29 janvier 2024. La collectivité doit se mettre bien évidemment en conformité sur ce point-là avant le 1er janvier 2025. Le CDG 60, donc avec Territoria Mutuelle, a signé une convention à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 6 ans. Nous avons proposé donc évidemment d'adhérer à tout ça, à notre CST. L'adhésion, lors de l'adhésion, l'employeur doit préciser le niveau d'indemnisation. Il y avait 2 packs qui existaient, un niveau 1 à 90% et un niveau 2 à 95%. Là, on parle d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente. Hein. Donc, ce sont bien les 2 points qui sont indemnisés. Dans ces cas-là, sur le niveau 2, 95%, celui qui nous intéresse, il y aurait 50% du salaire versé par la collectivité et 45% du salaire versé par Territoria Mutuelle. Il faut savoir que l'adhésion pour les agents communaux à cette prévoyance n'est pas obligatoire et qu'il revient à chacun d'y adhérer volontairement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Hein. Chacun est responsable. Le conseil municipal vous propose donc, après en avoir délibéré, propose d'adhérer à compter du 1er janvier 2025 à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le centre de gestion de l'Oise et Territoria Mutuelle, d'opter pour la formule PAC prévoyance au niveau de garantie 2, donc à 95%, le meilleur, et de fixer le montant mensuel de la participation financière versée par la collectivité à compter du 1er janvier 2025 à un montant brut de 10 € par agent, sachant que je ne vous l'ai pas dit dans la délibération, c'était prévu 7 € minimum. Donc on propose nous 10 €. D'inscrire au budget les crédits correspondants bien sûr, et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à l'adhésion de la commune à la convention de participation pour le risque prévoyance. Merci beaucoup. Ce sujet est technique. Y a-t-il des questions ou c'était lumineux? Ça a l'air de l'être. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On peut passer à la dernière phase de ce conseil avec Éric Muller, s'il le veut bien, par rapport au SE60. Ah, il manque un truc, pardon. Alors, je vais faire... Oui, tu as raison. Je vais faire la transition avec
initiative de l'agglo Creil Sudoise qui s'appelle Carrefour de femmes et qui, pour se déployer, nécessite qu'au-delà des compétences actuelles de l'AXO concernant la politique de la ville ainsi que la formation et l'insertion, créer une nouvelle compétence spécifique à ce service qui est le fait d'accueillir des femmes et des jeunes femmes des 11 communes du territoire pour faciliter leur émancipation, lutter contre les violences sexistes et sexuelles et promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ce projet, qui s'appelle donc Carrefour de femmes, doit être inscrit dans les compétences facultatives supplémentaires de l'agglomération. On pourra faire un jour une soirée sur l'analyse des différentes catégories de compétences de l'agglomération. Et pour que cette modification des statuts soit possible, elle doit être adoptée d'une part par le conseil communautaire et d'autre part par l'ensemble des conseils des municipaux afin d'atteindre une majorité qualifiée qu'on appelle 2 tiers 50% ou 50% 2 tiers. Je vous passe les détails, mais c'est une double quota, nombre de communes et proportion de la population. Donc, comme c'est une compétence qui peut bien sûr servir à notre population, je vous propose d'approuver la modification des statuts proposés par l'AXO et de m'autoriser à accomplir tous les actes nécessaires, mais je pense que ce sera plutôt des actes du côté de l'AXO. Voilà, y a-t-il des remarques, des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Pour le coup, il y a bien... pardon, alors celui-là, c'est plutôt toi? Ouais. Merci, Frédéric. Donc c'est aussi toujours avec l'AXO, et là il s'agit d'adhérer à un groupement de commandes entre l'AXO et donc les communes membres pour l'organisation du transport extrascolaire et ponctuel. Typiquement, nous, c'est pour emmener nos enfants à la piscine quand, dans le cadre scolaire, ils ont des cours de piscine. Voilà. Et le transport est organisé par l'AXO. Alors en fait, on faisait déjà partie d'un groupement de commandes qui avait été élaboré et nous avions délibéré le 7 juin 2022. Et c'était déjà coordonné par l'AXO. En revanche, on a été informé assez récemment que le précédent marché qui était actuellement en cours ne sera pas reconduit et s'achèvera donc le 31 août 2024, donc c'est bientôt. L'AXO donc a réorganisé tout ça pour faire un nouveau groupement de commandes et en fait d'autres communes de l'AXO sont venues se joindre à nous. Donc en fait on se retrouve maintenant avec donc l'AXO, Cramoisy, Saint-Val-les-Mélos, Montataire, Villers-Saint-Paul, Saint-Leu-d'Estran, Creil, Thiverny, Nogent-sur-Oise, et il y a aussi l'EPIC, Creil Sud-Ouest Tourisme. Donc tout ça, c'est groupement de commandes. Les missions, bien évidemment, sont dévolues au coordonnateur qui est l'AXO, et ces missions ont légèrement évolué dans ce nouveau groupement de commandes. Le gros intérêt d'avoir un groupement de commandes comme ça, à membres nombreux, j'ai envie de dire, ça permet déjà de simplifier et de sécuriser les procédures de marché public. C'est traité par l'AXO, donc ça c'est quand même rassurant, voilà, ils connaissent. Et puis ça permet de faire des économies d'échelle. Donc plus on est nombreux à commander la même chose, et moins ça coûte cher. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la fin de la précédente convention, le retrait de la convention de groupement de commandes numéro 22-E-MOB-001 du 26 août 2022 à la date du 31 août 2024, et approuve l'adhésion de la commune au groupement de commandes entre l'AXO, ses communes membres et l'EPIC Creil Sud-Ouest Tourisme, et l'adoption de la convention constitutive en groupement désignant l'AXO comme coordonnateur. Et autorise monsieur le maire à signer tout ça. Voilà. Là, le conseil est appelé en délibéré. Veut-il délibérer? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Décidément, depuis le temps que je le dis, Éric Muller pour les 2 dernières délibérations de la soirée. Donc le point 21 concerne un autre groupement de commandes, cette fois-ci avec le syndicat d'énergie de l'Oise, le SE60. Saint-Leu-d'Estran donc, est adhérent au SE60. On fait déjà partie d'un groupement de commandes pour l'achat d'énergie, gaz et électricité. Ça avait été signé il y a quelques années déjà. Le groupement d'achat actuel arrive à échéance fin 2025. Mais bon, comme c'est des procédures qui sont assez longues,
Le SE60 va lancer une nouvelle procédure en 2024. Donc, il nous est demandé, en tant que commune adhérente au SE60, d'approuver cette intégration au futur groupement d'achat. Une petite précision aussi sur les groupements d'achat. Avec la crise de l'énergie qu'on a eue ces derniers temps, certes, on a payé plus cher notre gaz et notre électricité, mais si on n'avait pas fait partie du groupement d'achat, on aurait payé encore beaucoup plus cher. Donc il y a quand même un réel intérêt à faire partie d'un groupement de communes. Plus on est nombreux, plus on est gros, plus on a de poids pour pouvoir bénéficier de meilleurs prix. Merci Eric. Y a-t-il des demandes de compléments sur ce point? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Dernier point, s'il te plaît. Donc, le dernier point concerne aussi le SE60. Donc, comme je le disais, c'est un syndicat qui regroupe plusieurs communes, mais aussi des collectivités. Et en tant que partenaire, commune partenaire, on nous sollicite pour la demande d'adhésion de 2 communautés de communes, celle du Pays du Noyonnais et la communauté d'agglomération du Beauvaisis, qui souhaitent toutes les deux intégrer le SE60. Donc, il nous est demandé d'approuver l'adhésion de ces 2 communautés de communes et d'agglos. D'accord. Même question. Opposition, abstention. Écoutez, je vous remercie. Il nous reste à envisager des questions diverses de la part des conseillers ici présents ou des informations de la part des adjoints si vous avez des animations à évoquer. Je n'en vois pas. Il ne semble pas qu'il y ait de questions non plus de la part de notre nombre public sur Facebook. Donc, je vous propose de clore la séance de ce soir. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation que la technique nous aura quittés ?